Titre: Le jardin et le voleur. J'habite seul, 6 mois par an, dans une maison que nous avons achetée il y a 12 ans, Russell et moi. Lui travaille en Écosse, où sa présence est nécessaire presque toute l'année. Moi, je reste ici, dans ce coin de France, où le silence du matin a une qualité que je n'ai trouvée nulle part ailleurs. Au printemps dernier, j'ai sorti mes outils du garage. Un râteau, une pelle, un sécateur, un arrosoir, une brouette. Tout était couvert de poussière, comme chaque année. J'ai nettoyé chaque outil, lentement, sans me presser, parce que ce moment, ce premier contact avec la terre après l'hiver, est devenu une sorte de rituel. D'abord, j'ai bêché le sol avec la pelle. La terre, durcie par les mois de froid, résistait. J'ai travaillé 2 heures, et le soir, mes mains tremblaient un peu. Quand j'étais plus jeune, je ne sentais jamais ce genre de fatigue. Maintenant, je l'accepte. C'est le prix qu'il faut payer pour avoir un jardin à soi. Ensuite, j'ai semé des graines de tomates, de carottes et de haricots verts dans les rangées que j'avais préparées la veille. J'ai planté des plants de salade, des fraisiers et des rosiers dont je connais les variétés depuis longtemps. Pour la beauté, j'ai choisi des tournesols, des marguerites et des lavandes. La lavande, c'est pour les abeilles, qui en ont besoin plus que jamais. Les tournesols, c'est pour moi, parce qu'ils me rappellent une chose dont je ne parle pas souvent. Mon chat Félix me regardait depuis la fenêtre, indifférent. Il n'aime pas la terre et il n'a jamais aimé. Il préfère le canapé, où il passe la plupart de ses journées dans une sorte de méditation paresseuse. Chaque matin, j'arrosais les plantes avec l'arrosoir, pendant que le jour se levait. Le silence du jardin à 6 heures, quand on n'entend que les oiseaux et le bruit de l'eau qui tombe sur la terre, est une chose qu'il faut avoir vécue pour comprendre. Russell me téléphonait le soir et je lui parlais des graines, de ce qui avait poussé, de ce qui n'avait pas voulu pousser. Il m'écoutait avec patience, même si le jardinage ne l'intéresse pas vraiment. Après 2 semaines, les graines ont commencé à germer. J'ai repiqué les petits plants de tomates dans un coin plus ensoleillé en faisant attention à ne pas casser leurs racines fragiles. J'ai paillé le sol autour des fraisiers. J'ai buté les pommes de terre, ce qui est un travail fatigant, mais nécessaire. J'ai fertilisé la terre avec du compost que j'avais préparé tout l'hiver. J'avais composté les épluchures de pommes et de carottes dans un seau près de la cuisine, et le résultat sentait étonnamment bon. Mon voisin Pierre est venu un dimanche. Il a 70 ans et il connaît le jardin mieux que moi, parce qu'il jardine depuis l'enfance. Il m'a aidé à tailler les rosiers avec le sécateur. Lui, il coupe sans hésiter, comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'il faut enlever. Moi, j'hésite toujours, comme si chaque branche méritait que je réfléchisse avant de la couper. Après, il a tondu la pelouse avec sa propre tondeuse, parce que la mienne, qui est trop vieille, refuse de démarrer depuis l'année dernière. Nous avons bu un café sans parler beaucoup. C'est ce que j'aime chez Pierre. Il comprend qu'il n'est pas toujours nécessaire de remplir le silence. En juin, tout a fleuri d'un seul coup, comme si le jardin avait attendu ce moment précis. Les tournesols étaient le plus grands que moi, ce qui me faisait sourire chaque fois que je passais devant. Les marguerites blanches couvraient un coin entier. Les lavandes dégageaient une odeur qui devenait presque enivrante dans la chaleur de l'après-midi. J'ai cueilli des fraises chaque matin, pendant 3 semaines. J'en mangeais beaucoup, debout dans le jardin, avant même d'avoir pris mon petit déjeuner. Un matin de juillet, je suis sorti et j'ai trouvé 3 tournesols couchés par terre. Les tiges étaient nettement cassées. Le lendemain, 2 autres. La semaine suivante, presque tous. J'ai cherché des traces, parce qu'il fallait bien que je comprenne ce qui se passait. Ce n'étaient même pas des traces de chat. C'étaient des empreintes de lapin, petites et bien dessinées dans la terre humide. Au début, j'étais fâché. J'avais passé des semaines à m'occuper de ces fleurs, et il avait suffi de quelques nuits pour les détruire. Puis j'ai pensé à une chose que Pierre m'avait dite un jour. Le jardin n'appartient jamais vraiment à celui qui le cultive. Le lapin habitait ici bien avant que nous arrivions. La maison n'a que 12 ans. Les lapins, eux, étaient déjà là, génération après génération, dans les buissons au fond du terrain. Maintenant, je laisse un coin du jardin pour lui.
J'y mets quelques carottes abîmées, des feuilles de salade que je n'utilise pas, parfois une pomme un peu trop molle. Je ne l'ai jamais vu, parce qu'il vient seulement la nuit, quand je dors. Mais je sais qu'il est là à cause des empreintes que je trouve le matin sur la terre fraîche. À la fin de l'été, j'ai récolté les tomates, les carottes, les haricots verts et les pommes de terre. J'en ai fait des bocaux que j'ai rangés dans la cave. J'en enverrai à Russell quand il rentrera en septembre, parce qu'il aime ce qui vient du jardin, même s'il ne s'en occupe jamais. Le jardin n'est pas grand. Il ne sera jamais parfait, et je crois que c'est ce qui me plaît. Quand j'entretiens la terre avec mon râteau et ma pelle, le dimanche matin, je pense à très peu de choses, et ce vide-là, ce silence intérieur que le jardin m'offre, est devenu quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Félix dort dans la brouette retournée, comme si elle avait été conçue pour lui. Le lapin vient la nuit, invisible et fidèle. Et moi, dans cette maison, où je passe la moitié de ma vie sans Russell, je reste.